Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. On est le 17/07 et aujourd'hui ont été annoncés deux appareils photo, donc je ferai deux vidéos. C'est pas une vidéo de test, par contre il y a un des deux appareils photo que je vais tester. Et donc ce sera le R5 Mark II, donc ce sera, pour ceux qui connaissent ma chaîne, ce sera adieu au R3, parce que voilà, finalement on arrive enfin à la nouvelle génération d'appareils photo Canon qui est vraiment beaucoup plus capable en vidéo surtout, parce que c'était des appareils photo déjà très bons en photo. Et donc là, pour l'instant, c'est vraiment voir les caractéristiques. Donc je mettrai cette vidéo en lien avec le test du R5 Mark II qui devrait arriver le 20 août apparemment. Et donc là, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il a de mieux que le R5. Alors déjà, ce qui va être ajouté, c'est que le capteur est maintenant empilé. Donc on reste sur 45 millions de pixels, mais on aura des performances qui sera plus équivalentes à ce que donne le Z8. Et d'ailleurs, je ferai aussi une vidéo de comparaison avec mon Z8, parce que voilà, j'ai pas non plus énormément d'argent. Donc au terme de ça, il y en aura un des deux qui va partir. Je commence à voir lequel, mais il faudra vraiment voir sur les tests si les promesses annoncées par Canon sont vraiment bonnes. Et donc on va aller voir du coup les caractéristiques du R5 Mark II, un appareil photo qui sera déjà encore meilleur en photo et vidéo. La vidéo qui sur les boîtiers hybrides Canon était un petit peu pour moi en retrait par rapport aux autres marques, alors que en termes de vidéo, il y avait des choses assez intéressantes qu'on va retrouver dans ce boîtier. Donc voilà, on se retrouve ici sur le site de Canon, donc je me mets ici, et du coup, on va aller sur le R5 Mark II. Voilà, et du coup, vous avez ici, donc ce qui va nous intéresser, ce sera les caractéristiques qui vont arriver, je sais pas où, donc produit, non, on va un petit peu descendre pour voir ça. Voilà, les caractéristiques sont là, on va un petit peu voir ce qui se passe avant, donc vous voyez que le boîtier a un petit peu changé de tête. Il y a les choses habituelles en termes de marketing, mais on va un petit peu pouvoir voir ce qu'il a de spécial ici avant de vraiment regarder dans les caractéristiques les choses un petit peu plus pointues et qui m'intéressent personnellement. Donc voilà, un capteur empilé rétroéclairé, donc c'est le premier capteur à 45 millions de pixels que fait Canon et qui est empilé. À savoir que Sony connaît cette technologie depuis un moment. On est pratiquement sûr que le Z8 a un capteur Sony, même si c'est sujet à débat, je pense qu'il est fait chez Sony, même si c'est pas forcément Sony qui le fabrique. Et on a bien le capteur du A1, donc voilà, c'est vraiment une première chez Canon qui va être assez intéressant et qui sera aussi intéressant vis-à-vis du R1. Donc je ferai une vidéo un petit peu plus tard. Donc nouvelle possibilité de création, voilà, autofocus. Donc on est apparemment sur le Dual Pixel Mark III. Il n'aura pas l'évolution du R1 qui sera de faire en sorte que le Dual Pixel, enfin on n'est pas sur un quad pixel au final, ce que je pensais, mais on est sur un Dual Pixel qui va avoir certains pixels qui sont structurés de manière différente pour que ça puisse marcher. On a la vidéo en 8K RAW 60p, donc ça je le verrai vraiment plus dans les détails. Là je préfère mieux repasser superficiellement là-dessus. On a le eye control que j'adore et qui ne marche normalement qu'en photo. On verra ici dans le test si ça marche en vidéo parce que je pense que c'est pas indiqué sur les caractéristiques. Et du coup ouais, c'est vraiment très intéressant. Apparemment ça a évolué, ça reste pas encore parfait puisque c'est une technologie encore en évolution, mais moi j'ai toujours trouvé ça intéressant sur le R3 et au final quand ça marche c'est vraiment très intuitif, surtout que chez Canon, je sais pas si ce sera le cas sur le R5 Mark II, mais on peut même lorsqu'on vise avec ce viseur là, on a une touche spécifique dédiée à l'autofocus possiblement avec l'œil qui détecte, et aussi un autofocus plus standard qui va se baser sur le collimateur que vous baladez. Et donc c'était une chose que je trouve assez intéressante. Bien évidemment, lorsque vous n'êtes pas dans le viseur, ça devient un autofocus standard avec le bouton iPhone ou suivant ce que vous avez enregistré. Sensibilité ISO élevée, donc on a jusqu'à 51200, donc ce sera en photo, donc il faudra voir ce que ça donne en vidéo et notamment dans le log, donc on verra ça juste à côté. Apparemment, l'appareil photo a le meilleur Wi-Fi et le R1 aussi qui existe, donc ce sera à voir si ça se connecte quand même beaucoup mieux aux applications et tout ça. Voilà, l'autofocus le plus intelligent, donc il faudra bien évidemment tester ça, je peux pas vous dire ce qu'il en est tout de suite. On a du 8 carreaux, alors ici, chez Canon, ça a toujours été
les RAW pas forcément très simples à lire, mais l'avantage du RAW Canon, c'est qu'il est lu par la plupart des logiciels, donc à voir si c'est ça. Donc du RAW 8K 12 bits, donc voilà, c'est équivalent à ce qu'on aurait sur un Nikon, avec possiblement plus de dynamique, mais on en parlera plus dans les caractéristiques, et aussi dans le test, bien évidemment. Hop, ce qui sera beaucoup plus loin. Et là, déjà, on peut voir qu'il y a le XF HEVC, donc tous les codecs cinéma, donc les codecs qui sont faits pour être beaucoup moins lourds. Donc Canon a écouté, et on aura en fait des codecs qui permettent d'avoir un data rate beaucoup plus faible, et donc comment dire, c'est une façon plus flexible de marcher. Je vais juste enlever cette fenêtre Facebook. Donc ça rendra ces canons là aussi faciles à utiliser que les versions cinéma, et en plus on a le C-Log 2, qui va pas être forcément le log le plus facile à utiliser si vous avez utilisé d'autres marques, mais il sera beaucoup bien meilleur en dynamique que le C-Log 2. Donc voilà, il faudra voir les tests de personnes qui ont vraiment de quoi mesurer la dynamique. Moi, je verrai bien si ça match avec mes autres, puisque je fais mes profils lutte et tout ça, donc vous pourrez voir ça dans mon test. Et puis voilà, donc on peut aller jusqu'à 240p, donc ça peut être assez intéressant. On a l'UHD et le DCI, bon voilà, c'est un petit peu dommage, et c'est pour ça que le R5 Mark II ne remplacera pas mon S5 2X. Pour le support anamorphique, ça sera un petit peu plus compliqué, parce qu'on n'aura pas cet enregistrement 3,5, donc Sony et Canon s'entêtent à ne pas faire ça. Si ça marche, il n'y a pas de problème, mais de plus en plus de gens commence à préférer avoir des formats plus flexibles, hein, à savoir que lorsque vous avez l'Open Gate, l'intérêt c'est de pouvoir quand même enregistrer en DCI et UHD à l'intérieur si on veut plus tard changer, et puis ça donne une flexibilité sur les formats un petit peu plus élevée, puisqu'on a beaucoup plus de choix dans les formats, en plus d'avoir des possibilités dans les vitesses de défilement. Hop. Stabilité. On aura apparemment une évolution dans la stab, j'espère que ce sera vraiment bien, parce que c'est une des choses qui me gêne un peu chez Canon, c'est qu'on va dire oui, lorsqu'on bouge c'est vraiment très très bien. Il y a quand même pas mal de wobbling, et le problème que j'ai avec le wobbling de Canon, c'est que certes un Sony ou un Nikon ne sont pas très très bons en stabilisation. Les Panasonic sont maintenant la nouvelle référence, et donc il faudra voir si Canon marche dans ces pas là. Mais le problème que j'avais le plus avec les Canon, c'est que je vois littéralement quand on fait des vidéos avec un Canon, parce que par exemple si vous êtes accroupi, c'est la position où vous allez le plus bouger, et normalement en statique on ne devrait pas avoir beaucoup de mouvements, donc les stabs style Nikon, Fuji et Sony marchent plutôt bien de ce côté là, alors qu'il y a vraiment du wobbling sur notamment mon R3. Donc voilà, j'aimerais voir si ça marche, et si ça marche avec les anciennes optiques, parce que je sais que Canon s'est vachement amélioré sur les nouvelles optiques, donc il faudra qu'on voit ça ensemble. Donc on peut avoir une vitesse d'obturation électronique à 32 000, un 32 millième de seconde. Alors j'avais lu que c'était un 8 millième, mais donc c'est cool, on a jusqu'à un 32 millième de seconde, et le capteur empilé aidera vachement ces 30 images par seconde, ça en fait une caméra vraiment très très intéressante, et du coup, avec les 45 millions de pixels, on dépasse la limite imposée par le Z8. Donc ce sera vraiment quelque chose à voir si ça marche vraiment très très bien, et normalement le buffer devrait être apparemment meilleur, pas exceptionnel mais meilleur que ce qu'on avait sur le Z8, pardon. Hop, tac tac, conçu pour les nanas, donc ça c'est l'Ultra HD, et donc on peut faire des photos JPEG. Alors ça, tout le monde dit, ouais, il y a une nouvelle fonction, on peut prendre des photos en JPEG dans le 8K, moi je vous conseille de le faire après. Personnellement, hein, ce sera toujours mieux, puisque vous allez choisir, si vous avez un ordi qui marche vraiment très très bien, la frame près que vous voulez, et donc vous pouvez dans tous les logiciels de montage, je sais pas si DaVinci le fait nativement de manière correcte, mais au moins Premiere le fait, vous pouvez enregistrer votre JPEG comme ça, c'est comme ça qu'on fait des miniatures en général, ou des choses dans le genre, mais on peut quand même prendre des photos lorsqu'on est en vidéo. Alors ça date il y a très longtemps, on pouvait faire ça sur les vidéos, mais ça limitait un petit peu la vidéo en elle-même, donc à voir si c'est intéressant pour vous, hein, éventuellement, mais moi je trouve que c'est pas forcément le mieux. Donc le R5 Mark II est tropicalisé, c'est vraiment plutôt pas mal. Hop. Et donc voilà, on est dans les caractéristiques, et on va aller dans les caractéristiques détaillées. On va voir un petit peu quand même le contenu de la boîte, qui devrait être à la fin des caractéristiques, mais je préfère mieux le voir tout de suite. Donc on a le boîtier, on a le bouchon, on a la sangle, on a le chargeur, voilà, on a quand même le chargeur, donc
appareil photo semi-professionnel oblige, c'est pas comme sur un R6 Mark II. Je sais pas, peut-être que sur le R6 Mark II, dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez, parce que dans le premier R6, il y était, parce que la Power Delivery avait des spécifications assez particulières. Donc, dites-moi s'il y a ça dans le R6 Mark II, parce que je ne vais pas non plus dire des bêtises. On a la nouvelle batterie LPU6P, qui est notamment apparemment spécialement dédiée à envoyer plus de jus pour que l'appareil photo soit capable de pouvoir générer ces fichiers 8K, et j'imagine notamment les 8K RAW. On a donc le couvercle de batterie, le câble secteur, le câble d'interface, donc ça USB-C. On a un USB-C, USB-C, ça c'est vraiment très intéressant. On a le manuel utilisateur, donc je pense que c'est une version un petit peu pour enfants et vous irez vraiment voir le PDF si vous voulez avoir la notice complète. Et donc on a les protège câbles, donc moi je mettrai une cache dessus, donc ça ne m'intéressera pas trop, et la sangle non plus, mais elle est là, hein. D'ailleurs je vais revendre mon R3, je pense que la sangle elle est toujours dans la boîte qui est là-bas. Donc voilà, les autres batteries sont bien évidemment compatibles et apparemment les LPU6P pourront aller via une mise à jour firmware sur tous les autres boîtiers. Donc si vous avez encore un R6 Mark II, un R6 ou quoi que ce soit, eh ben, vous pourrez prendre les batteries, bien évidemment vous n'aurez aucun avantage à avoir ça sur vos autres boîtiers, mais au moins vous pourrez mettre ça dans le R5 Mark II et avoir la capacité de batterie la meilleure. Il y a aussi une chose qui n'est pas indiquée ici, je ne sais pas si on le verra dans les caractéristiques, il y a 3 grips différents. Donc il y a le grip standard, le grip Wi-Fi, enfin le transmetteur, oui, le transmetteur Wi-Fi, ou je sais plus quoi, qui va coûter une blinde. Donc c'est pour directement shooter en tethering sans avoir à se connecter, sans avoir à se connecter en filaire. Et il y aura la version avec le ventilateur. Faudra que je vois, moi j'aime pas du tout les grips, donc c'est vraiment si l'appareil photo a besoin d'avoir ce grip pour que, comment dire ça, on surchauffe pas. Mais si déjà ça surchauffe moins que le Z8, ce sera déjà ça. Et puis voilà, donc on va aller dans les caractéristiques détaillées, et donc je vais plus me concentrer sur les choses, si c'est indiqué, parce que c'est pas toujours indiqué, qui sont les nouveautés, hein, tout simplement. Donc, à 40 degrés, 85% d'humidité, donc c'est plutôt pas mal, mais sinon les standards modernes, avec batterie, donc 746 kg, je sais pas pourquoi ils le mettent sans batterie, puisqu'on utilise normalement boîtier tout le temps avec sa batterie, 45 millions de pixels, jusqu'à 30 images par seconde, l'obturateur mécanique reste le même que le R5, ce qui est déjà très bien, hein. C'était 500 000 obturations garanties, 8 RAW en 60, donc ça veut dire qu'en H265 normalement on n'aura pas les 60 images par seconde, on va aller voir ça juste après. Hop, j'ai rien derrière puisqu'en fait j'ai l'appareil photo devant mon moniteur. Hop, on a un Digitix, mais à la manière de Sony, on a en plus un Digit Accelerator, GIC, pardon, qui sera un processeur dédié à mon avis à l'intelligence artificielle et surtout aux capacités de l'autofocus. Donc ça permet d'améliorer les choses sans avoir besoin de faire un nouveau processeur. Et donc ça permettra sûrement au Digitix de proposer de nouvelles choses, peut-être un meilleur buffer ou pas. Ou des choses par exemple dans la vidéo qu'on ne pouvait pas faire avant puisque les capacités du Digitix étaient à la fois partagées sur l'autofocus et sur l'enregistrement, que ce soit en photo ou en vidéo. Et donc on a un mode priorité à l'action, apparemment l'autofocus intelligent marche en plus avec des indices, donc par exemple s'il y a une balle, il va suivre le joueur qui a la balle. C'est pas encore une technologie apparemment très fiable, mais en plus de la détection des visages, ça permet des fois d'avoir vraiment la personne que vous voulez au milieu de plein de gens qui va faire l'action et où vous aurez sa tête nette. En plus d'avoir, comme sur le R3, la capacité de prendre une photo de quelqu'un et de l'enregistrer, qui marche vraiment très très bien. Et en plus, ce qui est intéressant, contrairement à Sony, c'est qu'on a un catalogue. En fait, on a un trombinoscope où on peut mettre plein de photos de gens qui sont enregistrés, donc c'est plutôt pas mal. Donc CMOS empilé 24-36, 45 millions de pixels, environ 50 millions de pixels, donc voilà, il y a tout ce qui est interpolation, tout ça, voilà, c'est de la technique, mais en gros, il faut généralement il faut 4 photosites pour faire un pixel, et avec de l'interpolation ou un recalcul plusieurs fois des mêmes photosites, on obtient les 45 millions de pixels, mais à la base, on a forcément plus de 10 pixels, mais c'est pas vraiment des pixels au final.
Donc aspect 3,5, donc de base puisque c'est un plein format. Hop, donc système de nettoyage, encore un intérêt d'acheter chez Canon pour moi. Je n'ai jamais eu aucune poussière. La chose que je trouve enfin c'est vraiment la chose la plus intéressante, puisque pour l'instant j'ai été moins satisfait d'autres caractéristiques Canon, c'est vraiment que mon R6, mon R3, j'ai jamais eu besoin de regarder le capteur, tout simplement. Donc peut-être que ça viendra si je mets mes optiques PL sur le R5 Mark II, mais le système de nettoyage est tellement bon qu'il n'y a pas de problème. Et le capteur arrive vraiment super, comment dire, super propre. Donc après, il y a certains défauts des capteurs Canon, mais il n'y a pas de défaut de ce côté-là. Vous avez un capteur qui arrive propre, et si vous faites bien attention, vous n'aurez jamais de poussière dessus. Donc c'est vraiment très très bien. Le stabilisateur, donc on est sur 8,5 ou 7,5 en périphérie, donc ça prend en compte un petit peu le wobbling. Donc en fait, ça doit faire en sorte que si vous mettez votre collimateur, parce que tout le monde dit, comment Nikon a cette nouvelle capacité d'avoir l'autofocus qui va sur le collimateur que vous voulez, mais Canon a toujours fait ça. Voilà. C'est d'ailleurs un des trucs assez bizarres de la stab en vidéo, c'est que souvent ça suit le sujet. Et des fois ça peut paraître bizarre puisque l'arrière-plan va un petit peu bouger en fonction de la visée du sujet. Et ça, c'est un truc vraiment très intéressant, surtout en photo, où vous voulez vraiment avoir votre cible nette. Donc là, ça va à voir ce que ça donne en vidéo, mais les nombres de stops, ça devrait être amélioré en photo, parce qu'il n'y a pas de stop en vidéo. C'est tout simplement pour ça que je dis ça. Donc voilà, Digitix, on avait déjà vu, monture RF, RFS, qui est bien évidemment compatible avec les EF, et c'est d'ailleurs pour ça que je me prends le R5, j'allais dire R5C, R5 Mark II, c'est que je me suis mis à massivement utiliser des optiques EF, parce que maintenant je me dis que, quitte à changer souvent de boîtier, j'ai envie quand même d'avoir des optiques que j'adore, et donc notamment ce 28-1.8, c'est une de mes optiques préférées de tout le temps, et donc je préfère mieux l'avoir, et du coup avoir des boîtiers en accord qui utiliseront beaucoup plus facilement ces optiques là. Donc Lumix marche très bien, mais évidemment si on vient à la source, ce sera beaucoup mieux. Donc avec l'adaptateur Canon, ce sera vraiment très bien cette optique. Et c'est là où Nikon me pose problème, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'adaptateur, que ce soit de Sigma ou quoi que ce soit, vraiment fiable ou récent, qui font l'autofocus avec les optiques EF. Il y a bien un Viltrox, mais c'est assez vieux déjà. Donc, système intelligent dual pixel, donc il faudra voir ce que ça donne. Comme c'est du dual pixel, normalement on a 100%, 100%, sauf que lorsqu'on est en suivi, donc le mode que j'utilise le plus, on passe à 90% en vertical, voilà. Normalement on a moins 6,5 EV, moi je préfère mieux pas me fier à ces mesures-là, parce que sur le terrain, ça ne le fait jamais. Et si vous voyez le 3 ici, c'est, si je me souviens bien, c'est que c'est avec des optiques f1.2. Donc c'est à relativiser parce que Nikon ou Sony font leurs mesures à f2, donc le nombre de V est plus faible. Donc en théorie, si on prend l'autofocus du Z8, du Z6, pardon, Z6 Mark III, si encore une fois il est bon, ce que je ne dirais pas forcément, et ben, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que je suis pas dans mes bons trucs, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va se remettre. C'était bien, mais je vais mettre comme je me mets d'habitude. Voilà, comme ça, plus de bokeh. Du coup, voilà, ça à relativiser. Il faudra voir ce que ça donne. Il faudra voir si c'est vraiment bon. Normalement, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais voilà, suivant les situations, les marques et de toute façon les objectifs, votre sensibilité dans les zones sombres, ce ne sera jamais exactement la même chose. Donc, sélection de collimateur AF, alors voilà, on est sur du dual pixel, donc normalement on ne devrait pas avoir de collimateur, parce que tout le capteur est normalement susceptible de faire l'autofocus, mais voilà, ça c'est plus vendeur, et donc vous avez tout ça. Je vais pas m'étendre là-dessus, parce que c'est vraiment du blabla, et de toute façon, c'est probablement la même chose que sur les autres appareils photo, ça marche bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains modes qui pourront isoler beaucoup plus facilement si par exemple vous avez des problèmes avec la détection. C'est surtout ça l'intérêt d'avoir plein de modes de zones différents. Donc dans le suivi, j'espère comment dire ça, c'est ça mon petit problème avec Canon, que on aura bien une séparation suivi et non, enfin suivi des sujets et pas suivi des sujets. Parce que mon seul vrai problème avec Canon, c'est que lorsqu'on met pas de suivi,
de sujets, et il essaye quand même de chercher des sujets. Mais bon, là on a vraiment pas mal de choses qui sont détectées, football, basket, voilà, donc des choses assez particulières, à voir si c'est intéressant ou pas, je vous testerai ça. Et puis voilà, mémorisation AF, cerveau, oui, bon, vous pouvez le faire comme ça, ou sinon vous pouvez faire comme moi, tout désactiver, parce que moi je désactive absolument tout du déclencheur, donc que ce soit la mesure d'exposition bloquée, puisque ça bloque, hein, ou faire l'AF, parce que si vous mettez l'iPhone et que vous appuyez sur le déclencheur, ça refera l'autofocus, ce qui n'est pas vraiment très intéressant. Donc on a un faisceau d'assistance AF, ou speedlight, LED, ça c'est le mode que je déteste par définition, puisque c'est un truc qui est introduit par, par Nikon il y a très très longtemps, mais ça a tendance à foutre une lumière directement dans la face du sujet, et puis en vidéo de toute façon ça ne sert à rien, mais ça peut être remplacé par une Tally Light, ce qui est plutôt intéressant. Donc vous savez, lorsque vous êtes en face de l'appareil photo, contrairement au S5 Mark IIX qui est normalement spécialisé dans la vidéo, que vous filmez. Mode de mesure, donc voilà, il y a tous les modes de mesure habituels avec les zones, donc pondéré, qui n'est pas mes méthodes préférées chez Canon. Mais bon, comme en vidéo maintenant je me suis mis à faire la plupart de l'exposition en manuel, ça ne devrait pas me poser de problème. Mais voilà, si vous êtes amateur de Canon et qu'il n'y a pas de problème, tous les modes seront ici. Donc j'espère par contre qu'il n'y a plus ce mode spot où c'est du spot central et sinon c'est pas possible. Je crois qu'il avait changé sur le R3, mais mes souvenirs peuvent peut-être me jouer des tours. Hop, donc on a tout ce qui est incrément, on va passer ça parce que... Attends, prise de vue anti-scintillement, oui, donc maintenant on a aussi, comme sur le R3, comment dire ça, comment ça s'appelle, je vais y arriver, je sais plus. En gros, vous avez un mode, le mode qui vous permet de, comment dire ça, est-ce que je peux le voir ici, le balayage synchronisé, voilà, c'est exactement ça. Donc du coup vous avez ça ici, donc soit vous avez un mode de anti-scintillement automatique qui ne marche pas très bien, soit vous le réglez vous-même, ce qui est un petit peu problématique. Alors après, est-ce que, hop, si je lis bien, nanana, à voir, mais le R3 était capable de détecter lui-même la fréquence optimale et la placer en manuel, donc la bonne vitesse d'obturation. Donc à voir si c'est le cas ici, mais c'est une des meilleures implémentations qui existent, et sinon vous changez vos incréments en très très petits. C'est ça le truc un petit peu embêtant, c'est que vous allez arriver à, comment dire ça, faire des choses où votre molette, vous la tournez, et donc mieux vaut avoir un mode flexible où vous pouvez avoir sur un bouton, pas sur un balayage synchronisé, pour régler facilement votre truc, et après revenir en normal pour aller sur des plages d'obturation beaucoup plus élevées. Donc obturateur plan focal, donc standard, puisqu'on a encore un obturateur mécanique, ce qui reste quand même très intéressant, hein. C'est quand même un avantage par rapport au Z8, donc eux ils ont préféré garder leur obturateur parce que en situation de concert ou les choses dans le genre, il faut être capable de pouvoir passer au-delà du banding, et ça reste quand même une solution très très bien, même si on a un capteur empilé. Et donc voilà, c'est quand même pas mal. Déclencheur électromagnétique type touche LED, donc c'est du standard chez Canon, balance des blancs, blablabla, on va passer un petit peu ça. Donc le viseur, c'est le même qu'avant, donc il n'y a pas vraiment de changement, c'est en grossissement nominal, hein, parce que j'ai vu plein de gens qui disaient « Oui, mais le Panasonic, il n'a pas un plus grand viseur, alors qu'on dit qu'il a un plus grand viseur, c'est 0,78, c'est pas beaucoup plus élevé. » Sauf que Canon règle ces viseurs bien, et pas Panasonic ou Fuji par exemple. Il les laisse à la dioptrie minimale, donc votre viseur est tout petit et il paraît super piqué, alors que il faut le mettre au centre. Alors je crois qu'il y a 24 crans de réglage, donc il faut le mettre à 12. Là c'est directement bien, puisque de toute façon vous avez vraiment votre marque du centre de la dioptrie sur les Canon. Donc le relief est de 24 mm, donc c'est plutôt pas mal. En plus, comme donc c'est 24 mm, c'est ça qui est intéressant, c'est comme on a le eye control, en fait le viseur ou le pourtour du viseur est beaucoup plus grand. Donc pour placer son œil dans le viseur, c'est beaucoup plus simple, notamment pour les porteurs de lunettes. Donc c'est quelque chose de vraiment très très cool. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc on a 60 images par seconde jusqu'à 120. S'il n'y a pas de perte de qualité, autant
passer directement à 120. Et donc c'est exactement ce qu'avait le R5 avant, et tous les modèles jusque-là, je pense que le R1 a exactement la même chose, c'est déjà très très bien. Quoique je trouve que la manière de Canon d'utiliser ça, c'est pas les viseurs les plus piqués au monde, mais voilà, ça marche très très bien, et c'est plutôt agréable en général. Information dans le viseur, donc il y a tout ça qui va être disponible. Je vais passer un petit peu au-delà de ça. Donc normalement, comme chez Canon, c'est assez bizarre puisque les viseurs n'évoluent pas trop, mais en général les écrans sont vraiment plutôt pas mal. Donc là on est sur du 2,1, donc là c'est du standard. Je pense que le R1 a le même genre d'écran, c'est là où ça va me manquer peut-être de 4 millions de points, donc il fait pas 4 millions de pixels. En 3,2, donc c'est vraiment plutôt intéressant, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, donc il est orientable, un gros avantage par rapport au Z8 à mon avis, puisque ça le rend plus versatile, même si on peut orienter vers l'arrière celui du Z8, puisque on reste sur du standard, on n'a aucune évolution, par exemple qu'on a chez Sony sur le A9 III, où c'est à la fois un système tilt, et c'est un système qu'on peut retourner, qui est le meilleur système chez Sony sans aucun problème. Mais là, on peut l'orienter, donc c'est vraiment pas mal. Hop, donc il y a plein de choses. Voilà, flash, machin. Où est la vidéo? Moi, je veux voir la vidéo en plus. Donc j'ai reçu un mail. Hop, mode, photo, priorité. Donc il y a plein de choses. SDR, HB, donc il y a BT 2020, donc l'espace HDR, Adobe RVB. Ça en théorie, si vous shootez en RAW, ce ne sera pas très intéressant pour vous. Traitement de l'image. D'ailleurs, on a des modes maintenant qui permettent d'enlever le bruit, mais ça donne que des JPEG, c'est un petit peu dommage. Donc vous pouvez pas avoir un plugin RAW, par exemple sur le logiciel DPP. Peut-être que si, mais bon, pour l'instant, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mode d'acquisition, alors voilà, prise de vue en continu, est-ce que là-dessus il y aura ce que je cherche, donc 12 images par seconde, hop, là je regarde juste parce que je vois pas avec mon appareil photo, 230, 95 images RAW, ça fait 3 secondes, apparemment c'est ça, ce qui est pas mal, mais donc il faudra un petit peu, comment dire ça, faire attention lorsqu'on utilise son déclencheur, voilà tout simplement. Tac, tac, tac. Image RAW. Alors, où est... Parce qu'on a la pré-rafale dessus, donc je sais pas si je l'ai dépassé déjà, ou si c'est pas marqué ici. Alors, la rafale RAW maintenant change, on n'a plus cette pile de fichiers, on a vraiment du RAW. Voilà, tout simplement. Sauf que, juste contrairement aux autres concurrents, on n'a que 0,5 secondes de délai avant la prise de vue, et on a aussi en vidéo, sauf qu'en vidéo, je sais pas pourquoi, c'est jusqu'à 5 secondes. Donc c'est beaucoup plus intéressant en vidéo. Puis voilà. Donc, format de fichier, donc RAW 14 bits, donc RAW et CRAW, donc RAW compressé version 3, oui, puisque comme je le dis d'habitude, c'est toujours du RAW compressé Canon, ça a toujours été le cas, que ce soit le CR2, le CR3, mais ça, vous voyez que ça ne pose pas de problème, puisque vous n'avez jamais remarqué, vous avez juste toujours remarqué que c'était très très bien, parce que vous gardez de la place sur vos disques, et c'est ça l'avantage du RAW Canon, c'est maîtrisé depuis tellement longtemps que et ben maintenant, il n'y a plus aucune différence parce qu'on pouvait se demander la dynamique et tout ça, si c'était pas dû à ça, il y a longtemps dans du temps des réflexes, mais là, eh ben, ça marche très bien. En plus, avec la version Zero compressée, et l'Euro 14 bits est là tout le temps. Contrairement au premier R5, où lorsque vous passiez en obturation électronique, vous passiez de en fait, suivant les 15 images par seconde jusqu'à 20, pardon, vous passiez de 13 jusqu'à... Hop, non, c'est 12 d'abord en électronique, donc 13, et vous passiez au final à 11, donc c'était beaucoup moins qualitatif. Là, à part une légère baisse en dynamique due à l'obturation électronique, on ne devrait pas avoir de différence, donc c'est vraiment très très bien. Donc peut-être un petit peu plus de bruit, mais c'est dû bien évidemment au fait d'être de l'obturation électronique. Tac, donc simultané, voilà, et il y a du HEIF qui est possible aussi. Pour ceux qui aiment Apple, ce sera le format à utiliser, puisque maintenant ils l'utilisent dans pratiquement tout, notamment dans leur stockage cloud, donc c'est vraiment plutôt pas mal de ce côté-là. Donc voilà, on a l'image qui sera du 8192 par 5475. Puis voilà, en APS c'est Canon, on est sur du 5088, en plus vous savez lire. Hop, donc on a des trucs qui sont plutôt intéressants. Voilà. Et puis voilà.
Ah oui, du coup on a aussi ce mode qui permet du pixel shift, donc à voir si c'est intéressant. Je crois que ça donne que du JPEG, ce qui est un petit peu dommage. À voir si c'est vraiment que ça, parce que sinon ça rend quand même toujours les Panasonic les meilleurs du genre. Et voir la qualité, parce que jusque là cette qualité était pas géniale chez Canon, donc peut-être que ça s'est amélioré, donc ce serait vraiment très très bien. Et puis voilà, numérotation de fichiers, donc voilà, vous pouvez faire comme ils ont vraiment absolument tout mis, donc je vais pas vraiment passer jusque là. Voilà. Dénomination de fichiers, photos, donc vous pouvez nommer vos fichiers comme vous voulez. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas faire de différence photo et vidéo. Bon, c'est toujours un avantage de le faire, mais au moins on peut présélectionner ces fichiers comme on veut. Donc on a ces XF, donc ça devrait être vraiment génial en vidéo. Tac, 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 index de type, ouais, voilà. Allons voir directement en vidéo, ce sera peut-être plus clair. Donc type de vidéo, vidéo RAW, S-RAW, donc comme chez Nikon, on aura deux qualités de RAW, ce sera à voir, on va voir, j'espère que je me souviendrai des chiffres à côté, parce que normalement en bas des caractéristiques, on devrait retrouver tout ce qui va être les petites notes de bas de page. Donc RAW, donc 8K 17 neuvième, DCI 4K 17 neuvième. Ok, d'accord, donc c'est que du cinéma 4K. Après, on peut mettre l'UHD à l'intérieur, mais bien évidemment, on n'a pas complètement le plein format, on doit recadrer sur 5%, un truc dans le genre, ou 7% si je me souviens bien. Un truc dans le genre, parce que vous aurez forcément vos côtés qui sont mangés, puisque c'est 4096 par 2160, alors que l'UHD, c'est 3840 par 2160. Voilà. Donc, et normalement, il y en a un qui est un petit peu plus haut, tout en étant moins défini, et l'autre qui est juste plus défini et moins haut, tandis que là, bien évidemment, il faut faire un compromis. Du coup, on a du MP4, donc du DCI 8K, de l'UHD, donc 17 et 16 neuvième cette fois. Le 4K, c'est pareil. Du 2K, ça c'est pas, c'est pas mal. Je dis c'est pas mal, c'est de la Full HD, normal. Donc on n'aura pas forcément le Super 16 ou les trucs comme ça qu'on avait sur le R5C. Donc il faut bien différencier, bien évidemment, les appareils photo. Donc 8K, 2K. Ah non, on a même du 2K, donc à voir ce que ça donne. Donc c'est plus que du Full HD, à voir ce que ça donne. Oui. À mon avis, en fait, ce qu'ils appellent 2K, c'est le 17 neuvième par rapport au 16 neuvième. Donc moi, je pensais là-dessus. Donc on a XF HEVC H265. Et donc voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on a les versions standards et on a les versions codec cinéma. Moi, je vous conseille de prendre les versions codec cinéma. En plus, on est en PCM linéaire. On peut choisir entre le PCM linéaire ou la AC. J'espère qu'on peut choisir. J'espère que c'est pas juste sujet à l'adaptateur sur la griffe qui vous donne les XLR de Tascam, qui coûte assez cher d'ailleurs, c'est le plus cher qui existe. Donc voilà, ça sera à voir. Et l'avantage, c'est que le PCM linéaire, lui, il est en 24 bits et il peut être en 32 bits. Mais c'est que fait chez Panasonic, alors que l'AC c'est du 16 bits et c'est de l'audio directement, enfin c'est de l'audio compressé, donc c'est moins bon. Et là je vois le gros problème que j'attendais sur l'euro. Donc l'euro sera lisible sur à peu près n'importe quoi. Le petit problème qu'on va avoir, puisque en fait l'euro Nikon, le N-RAW, il est que lisible sur DaVinci, il me semble, c'est que là on a le vieux RAW CRM, donc attendez-vous à ce que ce soit assez fat au final, donc les fichiers seront énormes, et si vous avez un ordi comme moi, il va décéder, donc grosse configuration pour faire du RAW, mais par contre, là, ce sera beaucoup plus facile lorsque vous êtes sur les codecs type cinéma, parce que c'est vraiment des codecs cinéma qu'on a dans le R5C, ou dans la C400, ou dans la... c'est quoi? Je vais y arriver. La C70, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, des codecs qui seront vraiment beaucoup plus faciles à utiliser que les anciens codecs Canon qui étaient une horreur, hein, parce que vous avez beau enregistrer en H265, c'était impossible. Donc là, voilà, on a le choix entre deux codecs beaucoup plus faciles à lire. Mais on a du CRM lorsqu'on est en RAW. Donc à voir si ça sera intéressant. En plus, RAW CRM 60 images par seconde, ça va envoyer... ce sera un petit peu compliqué. Donc voilà, je verrai ça dans le test. Hop, donc RAW light. Donc tac tac tac. Est-ce que c'est indiqué? Est-ce que le data rate est indiqué? Non, apparemment. RAW standard. Voilà, 17 neuvième. S-RAW standard light. Ah, donc il y a 3 types de RAW différents. Donc à voir si c'est intéressant à
Standard Light, ce serait du coup... Ah oui, ce qu'ils appellent S-RAW, donc on a un RAW Light 8K, voilà, et un RAW 8K. Et le S-RAW, ce serait quand on passe sur du 4K au lieu d'être en 8K, si j'ai bien compris, donc de 60 images par seconde jusqu'à 23,98. Et il y a une petite filouterie là, parce que ce que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est que les codecs en lecture normale, c'est du 60 images par seconde. Donc en fait, ça veut dire que le Z8 est au moins meilleur sur cette partie-là, parce que même en Ultra HD, alors DCI... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé, parce que le DCI 4K, il va avoir ses, normalement, 120 images par seconde inclus directement en intra-frame, donc voilà, ce sera intéressant. Et donc, je retire ce que j'ai dit, on a quand même ce 120 images par seconde qui est disponible directement, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est vraiment très bien. On n'est pas sur quelque chose de meilleur que ce que donnerait un A7S3, mais on a plus de définition. Donc là, ça risque d'être vraiment très bon. Ce qu'il faudra juste voir, c'est que je pense que à un certain moment, je ne sais pas si c'est derrière 60 images par seconde ou avant 60 images par seconde, on n'aura plus d'oversampling. Donc ça, c'est certain, parce que sinon, ce serait très bien que Canon le fasse. Mais sinon ce serait un petit peu compliqué. Bon, à voir si ce que ça va donner, je vais pas trop en parler ici, on verra surtout ça dans le test, voir si la qualité du 120 images par seconde est vraiment moins bonne, donc c'est là où j'attends Canon, parce que sur le R3 c'était vraiment pas très bon le 120 images par seconde, mais là apparemment on l'a en direct, donc ça peut être meilleur, ça peut être peut-être moins compressé que directement ralenti, donc voilà. Du coup, en 2K, vous le voyez, on a aussi le 240 images par seconde, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Et pour ceux qui se plaindront peut-être de ne pas avoir le cinéma 4K, comme on regarde ça aujourd'hui massivement sur des écrans d'ordinateur, pour moi, le 24 images par seconde, je m'en suis jamais servi. Parce que tout simplement, on n'utilise que ces incréments-là sur la plupart des écrans qu'on regarde de toute notre vie. Donc je vois pas le problème qu'on aurait à avoir ces images par seconde avec des virgules. Voilà. Et on a l'enregistrement HDR, donc ça c'est un petit peu plus gimmick pour moi. Mais donc il faudra voir, je sais pas si je vois ce que ça donne, c'est souvent le type d'enregistrement que je regarde pas. Parce que ça fait depuis un moment que je fais plus ces tests de colorimétrie en HDR. Parce que en fait c'est un peu de la triche, parce que le problème de l'HDR c'est que c'est fait pour être mis sur des télé spéciales, et moi quand je le teste, je le remets en normal, ce qui forcément fait en sorte de pas avoir la qualité optimale de l'HDR, donc on verra ça, peut-être que je vous le testerai ou pas. Et voilà. Donc échantillonnage des couleurs, donc de cas, donc on a du CBCR 420 et 422, 8 bits et 10 bits, et pour la première fois chez Canon, on a accès aux 10 bits, attention hein, pour ceux qui n'aiment pas le log, vous avez tort, mais voilà, si vous n'aimez pas le log, vous pouvez enregistrer en 10 bits, donc avoir quand même une capacité de retouche sur des fichiers SDR, comme en, Rec 709, voilà, ou BT 709 chez Canon, et ben vous avez quand même une capacité de retouche des couleurs plus élevée, ce qui n'était pas le cas avant, parce que si vous ne le saviez pas, il fallait être en C-Log 3, oui, ce super log, pour pouvoir retoucher les couleurs. Mais maintenant, voilà, dans Canon Log, on va avoir le Canon 709, donc comme dans les caméras cinéma, le C-Log 2, voilà, donc... Pour ceux qui se disent, voilà, c'est magique, machin, si vous n'avez jamais utilisé un log de votre vie, le Canon Log 2, ça pourrait être un enfer pour vous. Parce que il faut déjà aimer le bruit si vous voulez pas retoucher le bruit. Sinon, il faut être très bon à retoucher le bruit. Moi, je le sais, je ne retouche pas le bruit parce que je déteste les résultats que ça donne, parce que c'est pas ma spécialité. Je suis plus spécialisé dans réussir à donner des couleurs neutres et vraiment observer les couleurs pour regarder ça. Donc c'est un peu l'intérêt que vous avez aussi de regarder ce que je fais. Par exemple, là, c'est un profil que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'avais pas vu que j'avais perdu le bleu. Par exemple, sur les capteurs Canon, bon, vous vous souvenez plus du bleu, mais les bleus sont souvent de base rendus très très magenta. Et c'est là où je verrai avec mes profils que ça se corrige facilement ou pas. Et donc voilà. Donc le Log 2, susceptible d'avoir jusqu'à 16 stops de dynamique. On reste sur un capteur d'hybride, donc je ne sais pas si ça ira jusque là. Si ça va jusque là, ce sera le meilleur hybride qui n'ait jamais sorti. Hein, par exemple, que ce soit Sony est dans les 14.5
et comment dire ça, le S5 Mark II sur la version, alors sur le Vlog, voilà, est à 14.2, mais avec comment dire ça, une fois débruité à la fois dans l'appareil ou facilement via des logiciels de montage, on peut facilement monter la dynamique. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, c'est vraiment de la dynamique brute. C'est vraiment, le C-Log 2 est très réputé pour avoir beaucoup de bruit. Donc il faut vraiment accepter le bruit ou accepter d'avoir juste la flexibilité de pouvoir changer ses couleurs et après perdre vachement en dynamique pour retrouver un niveau de bruit correct. Après, DaVinci fait des miracles de ce côté-là, donc il faudrait voir si certaines personnes qui peuvent mesurer la dynamique sont capables de récupérer pas mal de dynamique de ce fichier log 2. Le Canon log 3, pour moi, c'est vraiment un des pires logs qui existent, hein, donc voilà. Et on a le PQ pour l'HDR, le HLG, voilà, on a des choses un petit peu plus intéressantes qui sont tirées du cinéma, et merci Canon d'avoir enfin compris que déjà les cinéastes aujourd'hui, ils aiment bien les hybrides aussi, parce que quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est ce qu'on utilise, et lorsqu'on veut filmer pour soi-même ou avoir une bécam intéressante, on utilise des hybrides. Voilà, il n'y a pas de sujet de ce côté-là, et ça ne vous empêchera pas de vendre des caméras cinéma, et moi, pour moi, c'est le contraire. Si vous arrivez à amener des gens dans une série d'hybrides qui fait des choses exceptionnelles, vous pouvez vous dire, ouais, mais j'ai pas l'ergonomie qu'il me faut, j'ai pas, par exemple, de SDI, où il faut que je fasse une conversion HDMI SDI et que je protège bien mon HDMI pour pouvoir filmer correctement, et ben vous allez aller vers une caméra comme une C400 naturellement. Donc merci Canon d'avoir compris ça aujourd'hui. Donc durée maximale d'enregistrement, comme d'habitude chez Canon, c'est 6 heures. C'est quand même mieux que les 2 heures de chez Nikon. Je vois personne enregistrer plus de 6 heures. Hein. Si vous faites du timelapse, il s'enregistrera après. Et puis de toute façon, ça ne fera jamais 6 heures. D'ailleurs, peut-être un des défauts de Canon, c'est qu'on n'a toujours pas de... comment ça s'appelle, de SNQ, à moins que si, donc je verrai ça. Hop, fréquence image élevée, voilà, donc on en parlait, donc j'ai dû le voir sans le voir, donc ça c'est directement ralenti. Donc à voir aussi si l'ergonomie de Canon a changé, parce que c'est un menu spécifique, et apparemment des fois quand on ressort on perd le 8K ou on perd le réglage, enfin apparemment c'était le cas avant, donc à voir ce que ça va donner de ce côté-là. Donc on peut avoir 4K, jusqu'à donc 100, 120, 100, ouais. Ok, je sais pas pourquoi on peut pas avoir en dessous, éventuellement. Voilà, puisque si on veut faire du 60 images ralenti direct, ça aurait pu être intéressant. Ici, on peut avoir, voilà, en 2K, le 240 images par seconde. Donc, j'espère que les specs qui vont être ici sont vraiment vrais et que c'est pas juste directement dans le ralenti, parce que sinon, ça donnerait, en fait, ça donne à ça très très peu d'intérêt, à part si vous avez vraiment très peu de place, mais pour un outil vraiment professionnel, hein, parce que pour moi c'est un outil professionnel comme celui-là, pour moi vous avez beaucoup plus d'intérêt à enregistrer en réel vos 120 images par seconde et 240, plutôt que de directement ralentir, et que déjà la qualité est souvent très compressée, pas forcément exceptionnelle. Encore une fois, ce serait quelque chose à voir. Donc c'est juste hypothétique ici. Voilà. Ah là, voilà. Débit du RAW CRM. Voilà, on va voir ça. Et je sais pas si... ah oui, il y a le CRM et il y a les... Donc voilà, on va pouvoir voir tout ça, donc ce que j'attendais. Donc RAW CRM standard, donc 2600 mégabits par seconde, ça semble correct. RAW Light, standard Light pour... Ah d'accord, ok, c'est ça la différence. Ah, j'avais pas compris. Donc en fait, on a le même nombre de mégabits par seconde, mais comme apparemment le processeur est limité, on est sur du RAW Light parce qu'on n'arrive pas avec le 60 images par seconde à avoir une qualité équivalente, donc à savoir ce que fait Canon d'habitude, c'est doubler le nombre de mégabits par seconde, ce qui serait assez énorme là. Hein. Si vous faites genre du 5200 mégabits par seconde, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour l'editing, mais enfin pour le montage. Et voilà, et du coup vous avez ça ici, RAW Light en... Alors j'essaie de comprendre le pourquoi du comment ici. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas été mis tous ensemble, et ça, c'est tout le RAW Light. Alors pourquoi ils l'ont pas mis à la suite à mon avis, c'est parce que le débit est différent. Mais voilà. Donc on a ce qui est
voilà, et donc ils ont pris un truc différent entre 25, ouais, ils ont vraiment joué le jeu, et on a apparemment quand même, contrairement à ce que je disais, les 24 images par seconde qui seront disponibles. Donc bien évidemment, le 25p, c'est ce qu'on a chez nous, même si moi, je filme en général en 23,98, puisque c'est ce que j'ai mis sur mon ordi, tout simplement, et comme je regarde plein de trucs américains, il n'y a aucune différence entre les deux. Bien évidemment, lorsque j'ai des projets, puisque j'ai déjà eu un projet où j'ai utilisé le Panasonic, je me mets en 25 images par seconde ou 50 images. Mais voilà, ça, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on perd un petit peu, comment dire ça, en récupération dans le ralenti, bien évidemment, puisque là, lorsqu'on passe en 24, lorsqu'on est 60, on peut faire 40%. Là, on est obligé de faire 50. Après, ce qui est intéressant entre les doubles, c'est que vous pouvez, pas forcément ralentir du 50 images par seconde, et ça se verra moins. C'est un peu le principe, c'est le principe de l'HFR par exemple, où on passe de 24 à 48, ce qui est un petit peu des fois étrange, mais qui est moins étrange de passer de 24 à 60, puisque la timeline aura pas, ça matchera pas. En fait, c'est pas des virgules d'images, il y aura tout simplement deux images qui sont remplacées par une lorsqu'on est en 50 images par seconde. Donc voilà, mais voilà, sachez-le, il y a quand même des techniques assez intéressantes, à savoir si vous voulez filmer en 120 images par seconde, je vois, attends, en 120 images par seconde, on verra ça, vous pouvez filmer en 120 images par seconde, vous faire votre petit calcul pour le remettre en 25 images par seconde, il n'y a aucun problème là-dessus, et si vous matchez bien le framerate, il n'y a aucun problème. Donc voilà, revenons à nos moutons, parce que je commence à avoir 52 minutes d'enregistrement, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que Panasonic, de toute façon, il est en charge? Ah oui, c'est plutôt la batterie de l'enregistreur qui va poser des problèmes. Donc, on a tout ça, donc vous pouvez le voir, vous avez certainement regardé tant que je faisais du blabla, donc S-Roll-Lite. Donc on est sur des nombres de mégabits par seconde, qui est plutôt pas mal hein, lorsqu'on est en 4K. D'ailleurs, ça se rapproche pour moi beaucoup de ce qu'on aurait en XF HEVC. Donc pourquoi prendre le RAW? Si c'est pour avoir, en fait, pas, c'est juste pour pas avoir de, comment dire ça? Parce que comme on est en RAW, on n'a pas de profil de colorimétrie. On n'est pas en Rec 709, on n'est pas en log, on peut choisir ce qu'on veut, et c'est l'intérêt principal. Le truc n'est pas matricé avant d'arriver dans votre logiciel de montage. Donc il sera vu par DaVinci ou n'importe quoi, suivant ce que lui, il va traduire. Sur Premiere, c'est le pire, puisque il voit le CRM, mais il le traduit tout de suite en CLOG 2. Voilà, sans que vous lui demandiez ce qu'il arrive, alors que le RAW panel de DaVinci est capable de vous décrire ça, même dans d'autres RAW. Donc vous pouvez faire du Arilog C3 sans aucun problème. Je ne dis pas que ce sera parfait, mais vous pouvez décrire du RAW dans le log que vous préférez. Si ça marche, eh ben, c'est bien pour vous. Si par exemple vous avez l'habitude d'utiliser des Panasonic et vous êtes plus habitué au Vlog, ce sera peut-être une technique pour faire volute ou quoi que ce soit qui sera un petit peu meilleure. Donc on garde la flexibilité du RAW, même si c'est du CRM, donc à voir hein, à l'utilisation. On aura plus de flexibilité que sur des fichiers avec directement encapsulé le profil colorimétrique. Donc XF HEVC, là j'ai déjà vu qu'il y avait des trucs assez fat, mais pour du haute qualité, donc on ne sait pas ce que c'est, je vais tenter de dire que c'est le 8K, parce qu'ils ne nous l'ont pas là, voilà. S'ils l'ont indiqué, mais au-dessus. DCI 8K, donc normal, 1920, ça semble correct. Pour du intra-frame, j'imagine. C'est pas indiqué, mais voilà. Voilà, si, standard intra, voilà. Donc ça veut dire que le haute qualité il est aussi en intra. Donc 1500, intra léger, voilà. On a du long up standard. Voilà, il y a tellement d'options. Voilà. Je vais bien m'amuser avec le R5 Mark II. C'est définitivement le cas, à part peut-être pour l'ergonomie Canon. Je ne suis pas forcément fan. Alors après, 422 10 bits, long up standard, donc voilà, c'est tout. Là on passe en 4K, suréchantillonné, voilà. Donc le suréchantillonnage, il va jusqu'à voilà, 30 images par seconde. Donc le 60 images par seconde n'est pas suréchantillonné. Si vous voulez juste une petite comparaison avec le Z8, c'est le cas en standard. Peut-être qu'on aura firmware un jour du R5 Mark II, mais on peut avoir un mode suréchantillonné. Et je comprends pourquoi Canon ne l'a pas fait, parce que la caméra brûle littéralement. Elle n'est pas capable de faire un enregistrement plus de 5 minutes sans problème. Mais après, du 60 images par seconde, vous n'êtes pas obligé. À part si vous enregistrez comme ça naturellement. Mais voilà.
Donc il y a plein d'options différentes, que ce soit 4.2.2, 4.2.0, donc c'est vraiment plutôt pas mal. À savoir que j'ai regardé un truc, XF HEVC normal sur échantillonné, non sur échantillonné, XF HEVC 4.2.2 10 bits, long gob standard. Ah, il y a quand même quelque chose que je remarque ici. Ah non, d'accord, 8K UHD. Je comprends pas trop ça. Alors, il faudra vraiment vérifier sur l'appareil, mais j'ai l'impression que Canon nous a fait une petite filouterie. C'est que si vous voulez de l'intra, vous êtes obligé d'être en 8K. Alors, ce sera à vérifier, bien évidemment. C'est juste que je vois, peut-être que ça a été mal traduit. Et dès que vous passez en 4K, vous passez sur quelque chose qui est du long GOP. Alors, c'est pas forcément un problème, hein, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Si vous êtes en fixe, du long GOP sera meilleur, puisque le débit sera réparti de meilleure façon, et avec l'algorithme de prédiction, on a une qualité qui est meilleure, puisque l'intra en fait répartit ce nombre de mégabits par seconde également entre les images, alors que le long GOP, comme il y a moins d'images, vous avez des fois plus de mégabits par seconde sur les images qui sont enregistrées, donc une qualité supérieure. Et avec les algorithmes modernes comme l'H265, il est peut-être, ça peut être meilleur, mais voilà, il faut vraiment regarder ça avec des pincettes. Mais de ce que je vois, c'est du long GOP. Peut-être parce que c'est suréchantillonné et donc que ça demande plus de travail à la caméra que directement faire du 8K. Donc voilà, ce sera à voir. Et donc voilà, je me fais contredire direct parce que je ne sais pas pourquoi Canon a fait ça. En fait, il est là, le l'XF AVC-S. Donc ça veut dire que c'est l'enregistrement standard qui... donc, c'est quand même assez étrange. En 8K, on n'a pas l'espèce d'enregistrement standard Canon, qui ne devrait pas être là d'ailleurs, parce que je vois pas l'intérêt de celui-là, parce qu'à mon avis, ce sera les modes qui seront un petit peu plus compliqués, même si c'est du 135 mégabits par seconde, donc ça peut être utile. Donc c'est peut-être une version... Donc comment dire ça, je m'embrouille un petit peu, mais en gros, là, ce sera la version vraiment basique, même si on a du 4.2 de 10 bits. Et là, ce sera la version intra, donc avec, bien évidemment, plus de mégabits par seconde, parce que 500 en 25, c'est plutôt cool, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. À savoir que Sony, dans ses modes intra, c'est 2 fois moins élevé. C'est le nombre d'images par seconde avec un 0 derrière. Donc voilà. Donc, c'est bien, il y a quand même de l'intra-frame, donc il faut rester dans les codecs type cinéma compressé, hein, parce que le RAW, c'est pas forcément du codec cinéma, mais les XF HEVC, c'est le codec cinéma de chez Canon, avec la version H265 et H264, et vous aurez des trucs très intéressants. Donc voilà, on a ici ce qui va être en standard, donc en fait, voilà, non suréchantillonné, on a le 120 images par seconde avec 450 mégabits par seconde. C'est sûrement les modes où il y aura un peu moins de dynamique dessus, mais on risque d'avoir le rolling shutter le meilleur là-dessus, et c'est pas un pari que je fais, je pense que ce sera vraiment meilleur. Donc on va peut-être passer un petit peu plus vite là-dessus, je vous laisserai regarder les infos. Donc hop, on a XF HEVC, standard. Donc on a de l'intra en 4.2.0 aussi, donc ça peut être vraiment intéressant. Donc le 4.2.0 ça fait gagner légèrement de l'espace. Le mieux c'est toujours d'être en 4.2.2, hein, et encore mieux c'est d'être en RAW si la qualité de RAW est satisfaisante, notamment pour faire du fond vert, parce que comme il n'y a pas d'échantillonnage de couleurs, le RAW est toujours en 4.4.4. Enfin, un équivalent de 4.4.4 ou un équivalent de ce que vous voulez le transmettre. Vous pouvez faire du 4.2.0, du 4.2.2 ou n'importe quoi d'autre. Voilà, donc on a ça ici, et normalement, eh ben, c'est censé être dans, comment dire ça, eh ben, en vitesse standard, donc on peut faire du speed ramping, ce sera vraiment très bon. Oui, youpi. Donc intra-frame léger, donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses, donc c'est vraiment ce qui va vraiment m'intéresser, le côté un petit peu geek où je vais aller dans les menus. J'espère que, par contre, vous voyez tout ce qu'il y a là, en termes de choses à regarder dans les menus, ouais, j'espère que ce sera les menus cinéma, pas les menus qu'on a d'habitude chez Canon, parce que là c'est pas possible, on peut pas régler tranquillement ce qu'on veut, donc ce sera certainement un truc, j'espère qu'ils ont vraiment modifié la dynamique de leur menu.
donc la façon dont les choses sont répertoriées, parce que là il faudra plus un menu à la Panasonic où vous avez plein de choses qui sont décrites les uns derrière les autres, et que après vous choisissez le type de codec que vous voulez, et que vous ayez la possibilité aussi d'enregistrer un menu personnalisé avec vos 7 items préférés. Moi je préfère me balader comme ça par exemple dans le menu Q du S5 II-X, et comme ça j'ai mes menus personnalisés, et dès que je changeais de par exemple de vitesse de défilement, je vais dans le menu général, mais en fait le menu général il est placé là où j'ai choisi mon mode personnalisé, donc ça prend 2 secondes au lieu d'en prendre 2 minutes. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc en HD, il y a bien évidemment les modes de 140 images par seconde. Je vais juste voir si... Attends, long-up standard... Est-ce qu'on va avoir de l'intra-frame en... Là, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Donc là, pour l'instant, je ne vois que le mode long-up. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est du long-up. Donc c'est plus du... de leur... je sais plus comment ça s'appelle. En plus, j'ai fait une vidéo dessus, c'est leur description du mode compressé. Mais bon, c'est vrai. Nanana, compressé. Enfin, pas intra-frame, pardon. Tac, tac, tac. Apparemment, ça reste à voir, mais il n'y a pas de non-long-up en 2K. Voilà, c'est ce qui semble être indiqué ici. Après, je me quiche peut-être encore. Mais voilà. Enregistrement sur 2 cartes, oui. Enregistrement proxy aussi. Donc, par contre, on est quand même encore sur du SDCF. Donc, il y a plein de choses qui ne seront pas enregistrables. Mais, par exemple, le XF AVC, avec ses débits de 500 mégabits par seconde, si on ne dépasse pas les 700 ou les 600, suivant la façon d'enregistrer, et ben on pourra mettre ça sur des SD V90, qui restent les cartes en proportion de leur qualité les plus chères. Mais voilà, vous pouvez faire de la redondance sur certains modes en XF HEVC, mais pas sur le RAW évidemment, à part si vous sélectionnez, puisque encore une fois je vais devoir me reprendre, le SRAW par exemple en 350 mégabits par seconde. Ce qui peut être intéressant, on peut faire enregistrement redondant en 4K, en RAW. Donc après, bien évidemment, il faudra voir si la qualité est là, et donc ça promet une vidéo de test très très longue, méga longue. Donc microphone intégré, on peut être directement, voilà, donc c'était la question dont je peux me poser, et là maintenant c'est bon, on est en 48 kHz, 24 bits ou 16 bits, donc le LPCM est disponible directement sans avoir l'enregistreur externe, ce qui est vraiment plutôt bien. Et c'est pour ça que je l'ai jamais pris sur le S5 Mark IIX, comme j'ai la flemme, je préfère mieux prendre un adaptateur jack 3.5 XLR, et la qualité restera quand même toujours meilleure, sans être parfaite non plus. Mais voilà. Sortie HDMI. HDMI plein format sur le R5 Mark II, et aussi du coup le R1. Enfin, on l'a plus d'ailleurs sur le R3, c'était déjà le cas. Enfin, c'était toujours du micro HDMI, c'est ce que je voulais dire. Voilà, on a le 8K S-RAW ProRes. Ah non. Enfin bref. Tant pis, mais voilà, le meilleur, c'est pas lui, c'est le Blackmagic RAW, c'est lisible par DaVinci, DaVinci c'est la vie, et le ProRes RAW, c'est pas forcément le meilleur RAW qui existe, c'est pas le meilleur RAW compressé, c'est même pas vraiment apparemment un RAW, ce serait un ProRes, décrit tel qu'un RAW, mais pas avec toutes les qualités qui vont avec. Donc on peut aller jusqu'à 60 images par seconde, ça doit dépendre aussi bien évidemment de ce qui vous sert à enregistrer, mais moi de toute façon je pourrais rien enregistrer là-dessus parce que j'ai le Blackmagic Video Assist, donc pour l'instant le RAW ça reste toujours plus intéressant de le faire avec ça. Et de toute façon pour faire du RAW il faudrait que je change d'ordinateur, mais ça c'est une autre histoire. Hop. Ok. Autre caractéristique, donc on a du super Wi-Fi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas vraiment ma spécialité. Voilà, éclairage, résistant à la poussière, oui. Mémo vocal, affichage, je passe vite parce que c'est que des trucs qu'on voit normalement dans le boîtier. Donc USB-C Super Speed Plus, donc à voir quel type de Power Delivery il va avoir.
C'est toujours un grand moment de trouver ce que c'est, puisque les premiers Canon n'étaient pas forcément très faciles à utiliser. Vous voyez le futur, mais le futur n'est toujours pas arrivé aujourd'hui. Maximum 2 Tera. Ah bon. Bon, enfin, c'est ce qui est, pour l'instant, comment dire ça, indiqué. Mais je pense qu'il y aura des mises à jour, ou que c'est juste qu'ils ne sont pas testés au-dessus, et ils se sont dit, voilà, faites attention aux autres cartes. Donc on peut avoir les VPG 400 dessus, donc la norme qui est censée arriver, être, comment dire ça, mise sur les CF Express de type B, mais pour l'instant, j'ai vu que des CF Express de type A, il y en a quelques-unes, mais les CF Express de type B, c'est... Donc moi je préfère mieux prendre de base des cartes Angelbird puisqu'ils ont vraiment calculé leur vitesse de base qui est la plus importante, hein. C'est pas ce qui est indiqué sur la carte, c'est vraiment si vous avez soit un V-rating, donc par exemple le VPG 400, si vous n'avez pas de vitesse plancher, ça vous indiquera que la carte fonctionne au minimum à 400 MO seconde. Pas mégabits, hein, MO seconde, il faut multiplier par 8 pour avoir mon nombre de mégabits par seconde. Mais voilà, ne vous fiez jamais, surtout en vidéo, à la vitesse maximale. Même en photo, votre rafale elle sera toujours limitée par le chiffre le plus petit qui vous sera indiqué. Voilà, traitement de l'image, donc il y a DPP version 4.19.10, hop, qui est disponible et gratuit normalement, je pense, je sais plus. Hop, 6 niveaux, machin. On a le témoin de surchauffe, et on peut aussi activer le mode haute température élevée, donc pour avoir un boîtier qui peut vous cuire les mains, mais qui enregistrera beaucoup plus longtemps. Hop, adaptateur, nanana, donc tout ce qui est disponible, donc normalement ça devrait être, même avec la nouvelle griffe, encore, comment dire ça, compatible avec les anciens flash, hein, notamment tout ce qui sort de Godox ou les trucs dans le genre. Puis voilà, boîtier en alliage de magnésium et châssis en polycarbonate, donc, et avec fibre de verre, donc c'est de la... En gros, c'est de la fibre de verre avec du plastique, enfin moulé dans du plastique, tout simplement. C'est très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, par exemple, la partie en plastique, ce sera la partie supérieure du faux prisme qui permet d'avoir le Wi-Fi qui soit beaucoup mieux compris, ou le Bluetooth, parce que ça passe très mal à travers le métal. Et puis la semelle souvent est en plastique, à la fois pour des raisons de fabrication, et surtout parce qu'en fait, comme on gratte souvent le dessous, et ben le plastique, ça ne perd pas sa peinture. Donc c'est bien. Alors, ouais, il y a plein de choses intéressantes en dessous. Performance de stabilisation en lacet. Donc voilà, c'est la partie la plus ennuyeuse, donc si vous voulez partir maintenant. Si pas. Donc voilà, il y a toutes les informations. Donc avec le 2405 f2.8. Donc une optique moderne assez chère. Son AF varie en fonction de l'objectif utilisé. Voilà, bien évidemment, on dit 90 et 100%, c'est jamais vraiment toujours le cas. Ah oui, non, pardon. Ce que ça veut dire, c'est que si vous mettez une optique APS-C, vous n'aurez pas les collimateurs, et si vous vous mettez en APS-C, bien évidemment, vous n'aurez pas la couverture de champ qui sera... et je crois que c'est un peu bizarre, mais que la couverture de champ baisse lorsqu'on est en APS-C. C'est à prouver, mais je crois que c'est le cas. L'obturateur électronique, donc ça je ne saurais pas vous dire ce que c'est, avec objectif 50 mm à l'infini, ouais. Est-ce qu'il y a un... voilà, faible, voilà, c'est avec une optique à 1,2, voilà, donc c'est bien ça, la norme, le moins 6,5 EV, donc c'est en gros EV-4, si je calcule bien. Norme de test, enregistrement n'est disponible qu'avec une CF Express de type B, voilà, donc en fait, je ne vais pas regarder spécialement, mais tout ce qui va être indiqué avec 11, je pense, dans les formats d'enregistrement, n'est disponible qu'avec la CF Express de type B, ce qui veut dire beaucoup, mais comme je vous dis, les XF AVC, il y en a pas mal qui vont marcher correctement. Couvrant, alors, le 8K UHD... Ah, d'accord, ok. Donc ils ont fait comme ça. Ok, donc je vous parlais du DCI et de l'UHD en disant qu'il y aurait peut-être un crop sur le DCI. Non, c'est l'inverse. Donc ils ont fait la méthode la plus logique. Donc à savoir que la largeur du capteur en 8K, elle est capable de faire du DCI, donc plus que l'équivalent, voilà, sur ce qui serait du 4K,
oversamplé, ce serait du 4096. Sauf que en UHD, et même en 8K UHD, c'est plus petit. Donc en 4K UHD, c'est du 3840. Et donc là, ils ont décidé, bien évidemment, comme la 8K DCI est plus large en nombre de pixels, de prendre ça et de recropper tout simplement dedans, ce qu'on ferait lorsqu'on n'est pas en DCI, pour avoir le UHD 8K. Donc moi, mon conseil, c'est enregistrer en DCI 8K, et si vous voulez faire de l'UHD, bah, recropper sur les côtés, parce que c'est exactement ce qui se passe ici. La couverture de 94%, c'est bien ce que je vous disais, il y a un crop bon là c'est 6%, mais moi je croyais que c'était 7%. Et puis voilà, donc j'étais pas très loin, et je me suis pas trompé, donc je suis assez content là-dessus. Donc c'est pas mal. Donc film DCI, 4K, couvre 100%, le mode recadrage DCI, recadrage c'est APS-C j'imagine. Le mode vidéo HDR n'est pas disponible bah oui, puisque le RAW par définition il n'a pas de profil intégré de couleur. Si la température, la durée d'enregistrement maximum sera réduite, ça semble logique. La température interne de l'appareil devient trop élevée et la durée d'enregistrement sera réduite. Ah oui, d'accord, c'est 10 deux fois la même chose. En fait, ils ont répété. Ah oui, voilà. Vous voyez une petite coquille, genre le 14 et dans le 13, et il le remet après. Fréquence d'image élevée, nanana, FAT30... Oui. Ça semble logique, hein. Le FAT32, c'est ce qui faisait que nos enregistrements font 4 gigas, et c'est les cartes qui vont être à faible, je crois que c'est les 32 gigas, donc n'achetez pas ça, tout simplement. N'achetez aucune carte qui fait du FAT32, tout simplement, donc ce qui est indiqué ici, clairement, mais c'est normal. Hop, l'appareil photo, on peut cadrer, nanana, lorsque... Image personnalisée, ok, donc c'est là... L'enregistrement... Ah voilà, je vous parlais peut-être des difficultés du mode d'enregistrement photo en vidéo. Ça n'arrête pas, donc en fait il est capable, donc c'est ça l'intérêt, c'est qu'il est capable de prendre de manière sans problème des photos. Moi le problème que j'aurais surtout, c'est que ça peut introduire des flous de mouvement, parce que vous allez appuyer sur votre appareil photo, donc c'est toujours un truc que je ne conseillerais pas à faire, surtout que comme je vous l'ai dit, vous pouvez extraire vos images plus tard. Et j'ai encore des gens qui m'envoient des messages. Pour RAW, pour la compatibilité, voilà. Donc c'est bien, c'est que je dis exactement ce que dit Canon. Voilà, donc bien que nanana, oui, il ne faut pas l'immerger, bien évidemment. Voilà, 6 GHz, meilleur Wi-Fi. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Destiné à l'infrastructure, le point d'accès photo n'est pas pris en... ok, donc il faudra voir ce que ça donne. L'utilisation du Wi-Fi, la LPE6 ne peut pas être utilisée, l'utilisation du LPE6P, voilà. Donc vous voyez les limitations, maintenant on peut en parler direct, des LPE6 NH et N, parce que les LPE6 c'est vraiment très très vieux, donc oui, je pense qu'il y aura des problèmes. Donc fonction réseau, les accessoires, griffes multifonctions, ah ouais, qui nécessitent l'alimentation électrique importante de l'appareil ne peuvent être utilisés. La prise de vue avec prédéclenchement, ah oui, la sortie HDMI RAW, ouais. La prise de vue double, photo-vidéo, ne peut... Ah oui, d'accord, il y a plus que juste pour le 8K. Donc voilà, vous êtes informés, il y a plein de choses qui disparaissent, elles sont indiquées ici. Norme SIPA, batterie fournie, j'ai pas regardé, je pense que j'ai pas regardé le nombre de photos, mais ça m'intéresse pas. Blablabla, BGR20 est utilisé, voilà. EP... Ok, donc ça je veux pas trop... Donc voilà, c'est peut-être sur les nouveaux grips, donc on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo fait déjà 1h14, voire même un petit peu plus puisque je suis en train de parler. Et donc voilà, comme vous l'avez compris, hein, puisque j'espère que je l'ai dit assez, eh ben, j'ai acheté ce Canon R5 Mark II qui devrait arriver vers le 20 août parce que eh ben, moi j'ai commencé chez Canon et j'attendais l'appareil photo Canon parce que au final j'étais prêt à balancer mon R3 et à plus entendre parler de Canon. Mais comme je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup d'optiques EF et je veux plus être sur un système où j'aurai des petites optiques, fin de vidéo un peu longue, PL. Et donc pour ça, il fallait en fait
deux types de montures, donc j'ai choisi le F pour les optiques autofocus et l'APL pour les optiques manuelles. Voilà, comme ce Blazar 45 mm, donc vous aurez une vidéo là-dessus. Je sais pas si je pense pas que je filmerai sur le R5 II avec, tout de suite. Peut-être que je referai une vidéo plus tard, mais voilà. C'est des choses que je trouve beaucoup plus intéressantes chez Canon, parce que même si sur le S5 Mark IIX, j'ai la possibilité d'avoir les optiques EF, elles sont toujours compatibles avec les Canon et pas forcément avec l'adaptateur MC21, même si voilà, il n'y a pas de changement de protocole, il n'y a pas des mises à jour des EF qui sont prévues bientôt. Je pense que j'aurai une meilleure réponse, même si elles réagissent un petit peu comme elles veulent, les optiques EF, sur des boîtiers Canon. Donc voilà, il promet d'être vraiment plutôt pas mal. Après, je resterai comme d'habitude objectif et mon test sera surtout fait pour vraiment voir si les capacités sont au rendez-vous. Je n'utilise pas plusieurs types d'appareils photo pour rien, et c'est pour ça que maintenant j'essaie de me concentrer plus sur des optiques que je peux utiliser un petit peu partout. Mais voilà, il s'annonce être vraiment plutôt pas mal, et de ce qu'on peut voir ici sans test, eh ben oui, il promet d'être vraiment bien ce R5 Mark II. Donc si tu as des questions ou si tu veux un petit peu discuter avec moi de ça, eh ben regarde, mets ça dans les commentaires et on verra ça un petit peu ensemble. J'essaierai de faire à la fois un test, une vidéo de comparaison avec le Z8, mais voilà. Comme ça permettra vraiment de voir où il se place, hein, puisque c'est clairement, il a clairement été designé pour comment dire ça, avoir autant de succès que le Z8, ou au moins permettre d'être au niveau du Z8, et même plus, j'espère. Donc voilà, je vais te laisser là-dessus et te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, et bientôt tu auras aussi une vidéo sur le R1 qui sera peut-être intéressante de mon point de vue, parce que eh ben, j'ai le R3, ou plutôt j'avais le R3 qui va partir un petit peu bientôt. Donc salut! Non, c'est ça.